Bonjour à tout le monde dans ce webinaire de la part de Mano Médical. Donc, je vous présente Dr Anne-Christine François, qui est vétérinaire référente au centre Altervet à Namur en Belgique et qui est spécialisée en physiothérapie et rééducation animale. Il s'agit donc aujourd'hui d'une nouvelle session sur la thérapie laser qui sera disponible, bien sûr, comme tous les autres webinaires, en replay sur notre chaîne YouTube peu de temps après la diffusion ici. Et donc, l'objectif de cette session et de la session suivante, c'est vraiment d'apporter l'utilisation du laser dans la pratique. Donc, la prochaine session aura lieu le 11 décembre de cette année. Donc, Anne-Christine, je vous laisse maintenant la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'a expliqué Mickaël, donc, je suis le docteur François, je fais de la rééducation fonctionnelle en Belgique. Effectivement, j'ai un centre Altervet et depuis peu, j'accompagne l'Université de Liège dans l'ouverture aussi d'un centre de rééducation. Donc, c'est dans ce cadre-là que je viens vous parler effectivement du laser. Et donc, on va avoir deux webinaires, un sur les fonctions de la thérapie laser et un sur comment appliquer cette thérapie laser sur nos animaux de compagnie, avec donc vraiment des applications cliniques. Alors, donc, les fonctions de la thérapie laser, donc, on va découper donc cette session en plusieurs parties avec comment fonctionne un laser. C'est important de comprendre comment il fonctionne parce qu'une fois que vous aurez compris comment il fonctionne face à un cas entre guillemets dont nous n'aurions pas parlé, vous allez être capable de savoir si oui ou non votre laser peut vous aider. Donc effectivement, c'est important de revoir un petit peu de théorie sur comment ce laser fonctionne. Et donc c'est ça, comment ces fonctions me servent de manière pratique à moi vétérinaire et puis comment l'intégrer dans mon quotidien. Et enfin, on va avoir une session de questions-réponses. Donc, comment fonctionne un laser? Donc, le terme laser vient de l'anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Bref, au moins ça vous donne une petite idée. C'est vrai que le mot laser fait un petit peu peur, mais une fois qu'on le lit en anglais, on comprend un petit peu mieux comment il va nous servir. Alors, donc on va utiliser l'énergie des photons qui vont donc créer des changements biologiques et physiologiques au sein des tissus cibles. Et cette lumière, on le sait qu'elle est capable d'induire chez nous des effets sur nos tissus. Prenons tout simplement le bronzage. Quand on bronze, effectivement, c'est la lumière qui permet à nos mélanocytes de se multiplier, de nous donner ce beau teint à lait. Une autre façon dont la lumière interagit avec les tissus, c'est tout simplement la photosynthèse. Et donc, ce laser, lui, va nous permettre d'avoir des effets thérapeutiques et bénéfiques comme des effets anti-inflammatoires, analgésiques, d'immunomodulation, de promotion de la guérison des plaies et de régénération des tissus. On utilise un petit peu plus le terme photobiomodulation, qui est un terme plus précis et qui permet de distinguer les nombreuses thérapies en fait qui utilisent la chaleur de la lumière rouge et du proche infrarouge afin de créer des effets sur les tissus cibles. Ici, on n'utilise pas que la chaleur, mais aussi des propriétés de la lumière. Et donc, en utilisant le mot photobiomodulation, on est en fait plus proche de ce qu'on va faire chez nos animaux de compagnie. Alors, on sait que la lumière, on a la lumière naturelle qui est hétérochromatique, multidirectionnelle et qui est désordonnée, alors que la lumière du laser, elle est monochromatique, unidirectionnelle et cohérente, ce qui augmente sa puissance et donc l'énergie cumulée est intense. Si on reprend le spectre électromagnétique, notre spectre visible, lui, se situe aux alentours de 380 à 400 nanomètres en termes de longueur d'onde, jusqu'à 700-780 nanomètres. Et ensuite, on va arriver dans l'infrarouge, donc le proche infrarouge, l'infrarouge. Bon, donc nos lasers, eux, ils vont de 620 nanomètres, donc de la lumière rouge encore visible pour nous, jusqu'à 1200 nanomètres. Et donc là, on sera dans une lumière qui est en fait pour nous invisible. Et donc, ce spectre, par définition, je vous le rappelle, c'est donc la description de l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence, longueur d'onde ou énergie. Et nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment la partie infrarouge. Cette partie-ci. Alors, d'autres propriétés à prendre en compte, c'est évidemment les interactions entre la lumière du laser et les tissus. Donc, comme schématisé
je vais voir si j'arrive à vous montrer. Donc, comme schématisé ici sur ce schéma, on a la lumière du laser qui arrive sur le tissu. On va avoir une partie de cette lumière qui va subir un phénomène de réflexion. Une partie va pénétrer dans les tissus et sur son chemin va être diffusée à l'intérieur des tissus. Et donc, une fois la lumière bien pénétrée, elle va être absorbée et ça va être fonction de la longueur d'onde, de la puissance et des constituants biologiques évidemment qui vont être traversés. Et une fois pénétrée, elle va être transformée en une autre forme d'énergie. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, pour avoir donc une pénétration optimale dans les tissus, il va être nécessaire d'avoir des longueurs d'onde qui vont minimiser justement la diffusion et la réflexion à la surface des tissus et permettre donc une meilleure pénétration et une meilleure absorption. D'accord? C'est ce qu'on va chercher à faire. Alors, attendez, parce que voilà, mode normal. Voilà, il faut que je change ma petite souris pour pouvoir continuer à vous montrer mes dias. Alors, qu'est-ce que les chromophores? Les chromophores, ce sont des molécules qui sont capables d'absorber des photons. Aux alentours de 660 nanomètres, donc on va se retrouver à cet endroit-ci, aux alentours de 660 nanomètres. L'absorption, on le voit, va être forte par la mélanine, l'hémoglobine et aussi par l'oxyhémoglobine. Donc la lumière, à 660 nanomètres, va être limitée aux zones superficielles, donc quelque part au tissu cutané. À 1100-1200 nanomètres, donc plutôt par ici, l'énergie des photons, elle va être absorbée massivement par l'eau. Comme on le voit ici, la ligne noire, c'est l'eau. Et il n'est alors quelque part plus possible, au-delà de ces valeurs-là, au-delà de 1200 nanomètres, comme on est absorbé massivement par l'eau, en fait, on n'arrive plus à avoir un effet sur les tissus parce que l'eau va absorber massivement cette lumière. Et donc, c'est là qu'intervient la notion de fenêtre thérapeutique. C'est-à-dire qu'avec notre lumière, on va utiliser en fait des longueurs d'onde situées entre 660 et entre 1000-1200 pour justement pouvoir pénétrer dans la peau, à travers la peau pour atteindre les tissus cibles. En deçà, eh bien, on est trop absorbé par la mélanine, l'hémoglobine, l'oxyhémoglobine. Au-delà, on est trop absorbé par l'eau et l'eau étant un constituant majeur, eh bien, à nouveau, le faisceau lumineux ne peut plus pénétrer. Donc, on va vraiment utiliser cette fenêtre thérapeutique. Voilà, donc voilà ce que je vous résumais avec les longueurs d'onde à 600, les longueurs d'onde à 1300 et donc cette fenêtre thérapeutique. Si on regarde les lasers, il faut savoir qu'ils vont en général de 620 nanomètres en termes de longueur d'onde jusqu'à 1200 nanomètres. Et donc là, on est dans l'infrarouge, donc ça tombe bien parce que quelque part, à ce moment-là, on est justement dans cette fenêtre thérapeutique. Donc, si on regarde la courbe d'absorption des principaux chromophores et qu'on refait un petit résumé de tout ça, je vous ai remis ici l'exemple effectivement du laser LT10 de chez Manomédical. Et donc, pour vous montrer un petit peu les longueurs d'onde qu'il possède. Donc, on a là 640 nanomètres. Donc, on l'a dit, à 660 nanomètres, à ces alentours-là, en fait, l'énergie va être absorbée par la mélanine et donc la peau va rester au niveau de la peau et donc on va avoir vraiment un effet pour tout ce qui est problème dermatologique, cicatrisation. On a une longueur d'onde à 810 nanomètres, donc aux alentours de 800 nanomètres. L'énergie, elle est absorbée par les cytochromes C oxydases. Ces cytochromes C oxydases, elles se situent à l'intérieur des mitochondries. Et donc, si la lumière arrive jusqu'à ces cytochromes C oxydases, c'est-à-dire que la lumière arrive jusqu'aux mitochondries. Chez qui cette lumière, donc au niveau des mitochondries, vont permettre une reprise de la respiration et donc quelque part une reprise du bon fonctionnement de la cellule avec une production d'ATP, donc d'énergie par la cellule. On a ensuite on peut aussi avoir aux alentours de 905 nanomètres l'énergie qui est à ce moment-là absorbée par l'hémoglobine, donc on a une action globale sur les tissus, mais on peut aussi avoir une longueur d'onde à 980 nanomètres où là, l'énergie est absorbée et par l'eau et par l'hémoglobine, et donc on va avoir une action qui va être, entre guillemets, encore plus générale que si on s'arrêtait à la longueur d'onde de 905 nanomètres. Donc, vous l'avez compris, en fonction de ces longueurs d'onde, on va donc avoir
une pénétration qui va être différente. Si on regarde ce schéma issu d'études en médecine humaine, on remarque donc, rappelez-vous, donc on a dit que les lasers allaient de 650, 660 nanomètres jusqu'à 980, on va dire 1000 nanomètres. Donc, si je vais reprendre mon petit laser, mon petit faisceau laser ici, donc à 600 nanomètres, on voit qu'on a une pénétration jusque dans l'hypoderme et jusqu'à 1000 nanomètres. Donc, on arrive effectivement à traverser la peau, en tout cas au moins ça. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on remarque qu'à 600 nanomètres, la proportion qui arrive dans l'hypoderme n'est pas énorme. Donc, comme expliqué, on reste dans le derme et dans l'épiderme. Et une fois qu'on augmente nos longueurs d'onde, on va pouvoir pénétrer plus profondément dans les tissus. Et donc, c'est grâce à ça, effectivement, qu'on va pouvoir, grâce à ces longueurs d'onde, atteindre les tissus désirés. Une autre notion importante, c'est un petit peu la terminologie autour du laser, comme ça vous allez pouvoir bien comprendre. L'énergie, c'est donc la quantité de photons émis par le laser et ça s'exprime en joules. La puissance, c'est l'énergie sur le temps. Donc c'est des joules par seconde ou des watts. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des lasers puissants? Ben, c'est pour évidemment diminuer le temps de traitement et aussi augmenter la pénétration pendant un temps de traitement défini. Quand on regarde, si on regarde le graphique qui est donc situé ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a un pourcentage d'intensité donc de départ. Si on a un laser plus puissant, donc de 8 watts versus 8 watts, pardon, c'est pas facile à dire pour une Belge, versus un laser de 2 watts, ce qu'on va observer, c'est que on va tout simplement, à la fin, avoir une plus grande quantité de joules amené par ce laser de 8 watts profondément dans les tissus que par rapport à celui de 2 watts. Je vais faire une caricature un petit peu simpliste, mais ça permet d'expliquer. Si j'ai une grande infanterie que j'envoie entre guillemets sur mon champ de bataille, quand bien même il y aurait beaucoup de pertes entre, mon nombre à l'arrivée serait toujours plus grand que si j'avais une plus petite infanterie. Donc avec mes 8 watts, j'ai une plus grande infanterie à envoyer sur le terrain de bataille et en action. Et donc même s'il y en a qui sont diffusés, même s'il y en a qui subissent les phénomènes de réflexion, j'aurai donc une plus grande quantité de joules qui va arriver profondément dans mes tissus. Donc c'est ça l'important aussi de bien connaître et de bien comprendre quelle puissance on a dans le laser qu'on a donc à la maison. Une autre notion à comprendre, c'est la notion de dose thérapeutique. Et donc, cette notion de dose thérapeutique, c'est la puissance fois le temps sur l'aire de traitement. Ça nous donne des joules par centimètre carré. Et ça, il y a plusieurs études qui nous ont démontré qu'on a un effet biologique des 5 à 10 joules par centimètre carré. Pour la petite histoire, lors de la découverte du laser, le premier scientifique qui s'y est intéressé souhaitait en fait limiter la prolifération des cellules cancéreuses et voulait utiliser le laser à ce but-là. Et pendant ces études, il s'est rendu compte qu'effectivement, au-delà de 10 joules par centimètre carré, il avait un effet inhibiteur sur les cellules, mais en deçà, c'était plutôt un effet de prolifération. Et au bout du compte, effectivement, cet effet de prolifération est généralement mieux maîtrisé que l'effet, on va dire, d'inhibition, parce qu'on pourrait rêver effectivement de pouvoir lasériser toutes les cellules cancéreuses et de les brûler, mais c'est compliqué de savoir justement précisément en fonction de l'épaisseur des tissus si on envoie bien 10 joules par centimètre carré, et donc on aurait justement plutôt un effet contraire de prolifération parce qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'être certain en fonction de l'épaisseur de la peau, du gras, etc. de l'animal, savoir qu'on envoie bien 10 joules par centimètre carré sur ces cellules. Donc effectivement, nous, le laser, on l'utilise plutôt dans un souci de prolifération sur d'autres pathologies comme les guérisons de plaies, la cicatrisation des tendons, etc. Et donc cette petite relation dose-réponse, c'est ce qu'on appelle la loi de Hahn-Schultz et donc qui est exprimée ici sur ce laser. Sur ce graphique. Alors, voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout raconté sur cette dia. Je vérifie, j'ai un petit pense-bête pour ne rien oublier. Alors, les modes d'émission de la lumière. C'est aussi quelque chose d'important à comprendre. Effectivement, dans les lasers que vous allez
avoir ou trouver. Il y a donc un mode continu où quelque part la lumière est émise tout le temps, un mode pulsé où on a des phases où la lumière est émise et des phases où la lumière n'est pas émise. À ce moment-là, on introduit la notion de fréquence en Hertz. Et donc, quelque part, c'est un peu un cycle on-off avec la moitié du temps où il n'y a pas de lumière et l'autre moitié du temps où il y a de la lumière qui est émise. D'accord? Et enfin, il y a le mode super pulsé. Donc, le temps d'émission là est extrêmement court et quelque part, du coup, la puissance moyenne utilisée est d'office plus faible. Les intervalles entre les phases on sont plus longs afin d'éviter de surchauffer, mais effectivement, on ne va pas pouvoir envoyer la même quantité sur des phases de temps si courtes. Et ça, c'est essentiellement des utilisations sur des petites surfaces. Personnellement, je ne l'utilise que très peu. Après, cela dit, je fais aussi beaucoup de chien-chat et c'est beaucoup de la rééducation. Donc, en fait, au bout du compte, je n'ai pas tellement de petites surfaces. Et donc, voilà, c'est quelque chose que j'utilise peu. Sans vouloir être critique par rapport aux gens qui fabriquent des lasers, je pense que c'est plus un coût marketing. Ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement l'efficacité de votre laser. Bref, continuons de parler de ces modes d'émission de la lumière. En fait, il y a une étude donc, de 2010 de l'équipe de Hashmi et al. Donc, qui ont testé les réponses de différents tissus dans différents états, quelque part, en fonction effectivement de la longueur d'onde, du mode d'émission utilisé. Et donc, ils se sont rendus compte que les réponses de différents tissus varient considérablement dans une large gamme de fréquences d'impulsion. Et donc, ils ont fait une méta-analyse, donc l'équipe est à Harvard, c'est une méta-analyse d'Harvard qui a analysé la littérature depuis les années 70 à 2010 avec justement les effets de la pulsation dans la thérapie laser. Et ils ont mis en évidence deux grandes conclusions. C'est que, les différents tissus répondent mieux à certaines fréquences, mais on ne sait pas encore pourquoi. Et donc, pourquoi lesquelles sont les meilleures? Et donc, il n'y a pas de fréquence unique qui soit optimale pour toutes les conditions. C'est bien pour ça que souvent, dans le programme laser, il y a plusieurs modes d'émission qui sont combinés. C'est pour essayer justement de répondre au maximum aux besoins des cellules. Alors, comment est-ce que ces fonctions vont me servir de manière pratique pour moi, vétérinaire? Ça, c'est aussi une bonne question. Donc, on va avoir, grâce à ce laser, des effets sur les tissus et sur les cellules. Donc, on a parlé de ces cytochromes C oxydases qui vont être stimulés par la lumière. Et donc, une fois qu'elles vont être stimulées, on va avoir une accélération des réactions de transfert d'électrons dans la mitochondrie, parce que je rappelle que ces cytochromes C oxydases sont dans la face interne de la double membrane, on va dire, c'est pas vraiment très juste mitochondrial, mais soit. Et donc, on va avoir une augmentation de 3 molécules de signalisation, l'ATP, l'éros et l'oxyde nitrique. D'accord? Cette augmentation d'ATP, elle a été vraiment démontrée dans plusieurs études. Par exemple, sur des foies de rats, effectivement, on plaçait de la lumière laser sur ces cellules de foie de rat, on avait une augmentation de la synthèse d'ATP. Et ça a été fait pour divers types de cellules. Et ça fonctionne donc aussi très, très bien pour tout ce qui est tissu qui a été lésé ou qui est quelque part inhibé. Alors, et donc quelque part, en fait, en stimulant, on va dire, cette production d'ATP et donc d'énergie, et donc quelque part la reprise du bon fonctionnement de la cellule, on a un peu un effet qu'on va appeler provital de la lumière laser sur les cellules humaines et animales, notamment sur les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules endothéliales, les lymphocytes et tout ce qui est cellules musculaires et les cellules souches. Ça a vraiment été démontré dans plusieurs études. Donc, on a vraiment un effet provital de ce laser sur pas mal de types cellulaires. Et donc, si on regarde cet ATP, on va donc avoir une augmentation du métabolisme, de la prolifération, de la migration au niveau cellulaire, donc ce fameux effet provital. Et donc lui, concrètement, cet effet va nous servir à quoi? Évidemment, dans tout ce qui est tendinopathie et cicatrisation des plaies. Et on va avoir une augmentation de l'ATP, donc du métabolisme cellulaire. Et donc là, on a un effet positif sur les tissus blessés ou malades. Donc voilà en quoi cet ATP va nous servir. Si on regarde pour les espèces réactives de l'oxygène,
Donc, comme vous vous en rappelez, le métabolisme de l'oxygène produit des molécules chimiquement réactives qui contiennent donc de l'oxygène et qu'on appelle les ROS. Et effectivement, des concentrations élevées sont plutôt négatives avec des processus inflammatoires chroniques, des stress effectivement environnementaux, mais à des petites concentrations, attendez, c'est moi qui reviens en arrière. Bon, bref. À des petites concentrations, on a des effets bénéfiques de prolifération cellulaire, de différenciation neuronale. Et là, on a quand même de la chance parce que c'est vrai qu'en termes d'action sur les neurones, en médecine allopathique, nous n'avons pas grand-chose. Donc, ce laser, lui, peut nous aider aider à la guérison des nerfs. On va avoir un effet de protection des cellules cardiaques et ils vont servir comme molécules de signalisation pour tout un tas de phénomènes importants dans l'organisme, depuis l'expression des gènes, la croissance cellulaire, l'activation de facteurs de transcription. Et enfin, l'oxyde nitrique. Donc, il faut savoir que l'oxyde nitrique, il inhibe de façon un peu compétitive la présence de l'oxygène, donc il est compétiteur de l'oxygène au niveau de la mitochondrie. Et donc, grâce à la lumière laser, on va pouvoir enlever ce NO de la mitochondrie. Donc, la place pour l'oxygène sera disponible, donc l'oxygène pourra se fixer et on aura une meilleure respiration cellulaire. Mais il faut aussi savoir que ce NO, une fois libéré, il a des effets positifs comme le soulagement de la douleur, la résolution de l'œdème, l'amélioration du drainage lymphatique, les deux vont un petit peu ensemble, ma foi, et la cicatrisation améliorée des plaies via l'angiogénèse et la vasodilatation qu'il induit. L'angiogénèse et la vasodilatation permettent à l'organisme d'envoyer sur la zone lésée des facteurs de croissance, éventuellement des cellules nécessaires, etc., à la reconstruction des tissus. Donc voilà comment ces effets sur la cellule ont, de manière pratique, une utilité pour nous. Depuis, on l'a vu, les plaies jusqu'à la tendinite, et ici, du soulagement de la douleur, des guérisons de tissus nerveux, la résolution de l'œdème et l'amélioration du drainage lymphatique, etc., etc. Alors, donc, une fois qu'on a eu des effets au niveau de la cellule, bien sûr, ça va se répercuter au niveau des tissus et donc des grands systèmes. On va donc avoir une favorisation de la cicatrisation des plaies et des tissus. Je vous ai expliqué pourquoi au niveau cellulaire. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi un petit peu de manière dans les différentes étapes de la cicatrisation. Donc, quand vous avez une plaie, lorsqu'elle est dans sa phase inflammatoire et détersive, le laser va permettre d'accélérer cette phase via un phénomène anti-inflammatoire du laser sur lequel on va revenir, et aussi il va aider à traiter la douleur. Ensuite, on va avoir un effet sur la phase proliférative avec la formation d'un tissu de granulation. Il va améliorer la néangiogénèse locale et favoriser l'épithélialisation, et puis aussi aider au rapprochement de plaies. Enfin, voilà. Attendez, parce que là, j'ai mon ordinateur qui a décidé de m'embêter. Voilà. Est-ce qu'on revoit bien le PowerPoint? Bon, j'imagine, j'espère. Donc, on était au rapprochement des bords de plaie. Donc, pour ce tissu de granulation, il a été bien prouvé que le laser augmentait la prolifération des fibroblastes, leur activité aussi de synthèse de collagène. En ce qui concerne l'épithélisation, on a parlé déjà des kératinocytes, qui étaient très réactifs à la lumière laser. Et donc, ces kératinocytes on voit leur prolifération augmenter et leur mobilité aussi. Et enfin, comment est-ce que ce laser permet le rapprochement des bords de plaie? C'est en augmentant tout simplement les myofibroblastes. Et enfin, sur la phase de remodelage, on va avoir une augmentation de la résistance cutanée. Voilà un petit peu où on en est. Alors, ce laser, je vous l'ai dit, il va aussi résoudre l'inflammation et l'œdème. Comment ça? En stimulant l'action phagocytaire des polymorphonucléaires et des macrophages. En diminuant les cytokines pro-inflammatoires,
en diminuant les prostaglandines 2, qui sont aussi responsables, on le sait, des phénomènes d'inflammation, et en augmentant la microcirculation et la dilatation des vaisseaux lymphatiques. C'est comme ça qu'on a cet effet anti-œdème, avec une meilleure élimination des déchets et des résidus acides. Donc ici, je vous ai bien remis à chaque fois les sources parce que Thierry Poit, donc c'est le fameux vétérinaire français du Cap Douleur, qui a fait donc pas mal d'études sur la douleur et aussi sur l'utilisation du laser pour gérer la douleur. Et on sait que l'inflammation peut faire mal. Et donc, ce sont des articles que vous pouvez facilement vous procurer pour les lire à votre tour. Enfin, donc on va parler de traitement effectivement de la douleur. Donc, on se rappelle que la douleur dans l'organisme se fait en plusieurs étapes. La transduction, donc c'est quelque part, c'est donc la transduction du stimuli par les nocicepteurs, sa transformation du message douloureux en message électrique. Et tout simplement, ce que la lumière laser va faire, c'est qu'elle va rehausser le potentiel d'action des terminaisons nerveuses endommagées. Et donc, leur dépolarisation sera plus difficile. Donc, quelque part, le message de la douleur aura moins de facilité à atteindre le cerveau. On trompe un petit peu l'organisme. Ensuite, on a une action sur la transmission, qui est donc la deuxième étape, la transmission de l'influx nociceptif. Donc, le laser semble ralentir la conductibilité de l'influx douloureux. Et donc, cela va diminuer l'intégration des messages nociceptifs au sein de la moelle épinière. Et il agit aussi en aval de la moelle épinière au niveau de la transmission synaptique du message douloureux. En fait, il diminue la libération de la substance P qui sert normalement effectivement à transmettre ce message douloureux. Troisième étape de la douleur, c'est ce qu'on appelle la modulation. Et donc ça, quelque part, c'est l'intégration au sein de la moelle épinière. Le laser provoque à ce moment-là une réponse type opioïde où il va augmenter significativement le taux d'endorphine dans le sang et une action aussi gate control. Donc, il agit préférentiellement sur certaines fibres nerveuses qui provoquent donc des effets inhibiteurs sur des neurones activés par les stimuli nociceptifs. Pour faire simple, cette action gate control, vous savez, quand on se cogne le coude, si on frotte son coude, on n'a plus mal. En fait, les fibres responsables de l'acheminement du message frottement jusqu'au cerveau sont plus rapides que celles qui vont acheminer le message douleur. Et quelque part, le cerveau, il va traiter la première information qu'il reçoit. Donc, vous vous cognez, vous vous frottez vite le bras, et bien l'information que le cerveau va recevoir, c'est le frottement, et plus tellement la douleur. Et donc, par conséquent, il va traiter l'information du frottement en disant « Ok, il ne se passe rien, c'est pas grave », et il va quelque part oublier les sensations douloureuses. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait avec le laser aussi. On vient chercher d'autres fibres plus rapides au détriment des fibres qui transmettent le message douloureux. Et enfin, dernière étape, c'est la perception de la douleur. Donc ça se passe au niveau du système nerveux central. Et là, on a une augmentation de la sérotonine et de tout ce qui est bêta-endorphine. Et donc, ça explique pourquoi on a un effet antidouleur de ce laser. Alors, les applications pratiques de la thérapie laser. Alors, comment est-ce qu'on va l'appliquer? Tout d'abord, donc on a une pièce à main qu'on va tenir vraiment, voilà, j'ai le mien avec moi, perpendiculairement au tissu cible. C'est important, effectivement, de ne pas la tenir de biais ou quoi. On le met bien perpendiculairement pour que la lumière puisse pénétrer là où on le souhaite. On va aussi traiter une bordure de tissu adjacent qui est normale et sain. Ce n'est pas un problème de traiter de manière large, y compris sur du tissu sain, parce que l'administration de l'énergie photonique n'a pas d'effet néfaste sur les cellules normales, que du contraire, on va, y compris pour ces cellules qui sont macroscopiquement saines, permettre une bonne reprise de la respiration et du travail de la cellule. Donc, c'est vraiment pas un souci. Par exemple, pour les plaies, lorsqu'on cherche à avoir une vascularisation, il ne faut vraiment pas hésiter à traiter autour de la plaie pour permettre justement à ces vaisseaux de l'extérieur de bien venir rejoindre notre plaie. On en parlera, mais ici, on ne parle pas de cas d'hémorragie, hein, mais on en reparlera. Et alors, si vous craignez de chauffer trop les tissus, vous pouvez utiliser votre main ou votre doigt comme témoin. Cela dit, si vous avez choisi le bon programme dans les lasers que vous avez trouvé sur le marché, normalement, il n'y a pas de raison pour avoir ce genre d'effet négatif. Autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est que si votre patient ne répond pas au bout de 3-4 séances à votre traitement laser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Soit vous administrez un mauvais tissu, soit vous n'avez pas le bon diagnostic. C'est important d'avoir le bon diagnostic, effectivement, on le reverra, mais parmi les effets non désirés du laser, on a effectivement quelque part la contrepartie de la prolifération cellulaire, c'est qu'on ne souhaite pas de prolifération cellulaire sur des masses cancéreuses. Donc, il faut un bon diagnostic pour être sûr de ne pas mettre sa lumière laser sur une potentielle tumeur. Enfin, donc, il y a peut-être aussi, si vous n'avez pas de résultat, un problème de transmission des photons ou un dosage inadéquat. Donc, il faut à ce moment-là vous reposer les bonnes questions, entre guillemets, reprendre un petit peu depuis le début, afin d'être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, des façons de faire, il y a des gens qui vont passer le laser donc en continu, donc faire un balayage continu, et d'autres vont faire plutôt par des points. Quand vous avez des lasers plutôt puissants, comme par exemple sur une mano médicale, moi j'ai tendance à proposer vraiment le balayage continu. Et quand vous avez des lasers plus faibles, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les points pour être sûr d'envoyer à certaines zones assez de lumière. Mais ici, en faisant le balayage, il y aura suffisamment de joules envoyés au tissu. Vous pouvez aussi évidemment combiner les techniques. Si vous faites un petit peu d'acupuncture, vous pouvez faire du balayage et puis venir cibler certains points d'acupression avec le laser. Et idéalement, on va être en contact de la peau. On peut même appuyer sur cette peau, sauf évidemment en cas de plaie. Là, ce n'est pas possible parce qu'on va faire mal à l'animal. Et on n'appuie pas non plus sur les reliefs osseux comme les apophyses épineuses. Mais en fait, de bien rester en contact, ça permet de diminuer les pertes et même d'appuyer un petit peu sur cette peau lorsqu'on veut atteindre des articulations plus profondément ou des muscles. En appuyant un petit peu, ça permet justement au sang qui est dans la peau d'être comprimé et d'être quelque part expulsé, et donc la lumière pourra pénétrer un tout petit peu plus profondément. Évidemment, l'idéal serait de ne pas avoir trop de poils. Donc ça, c'est un problème. Donc pour les chiens avec des poils ras ou courts, eh bien, on peut tout simplement, on peut entre guillemets ne pas raser. Pour les chiens avec énormément de poils et de sous-poils, comme les huskies, des choses comme ça, soit on tond un petit peu, soit on fait vraiment un rebrousse-poil. Donc ça, c'est aussi une petite chose importante à avoir en tête. Alors, les fréquences d'administration, donc évidemment, ça va différer selon la maladie, l'observance du client et la réponse du patient à la thérapie. Et en fait, il n'y a pas de nombre défini. Moi, le seul nombre que j'ai en tête, c'est qu'au bout de mes 4 séances, si je n'ai pas l'effet, c'est que je me suis trompée quelque part et qu'il faut que je revoie mon cas. Mais généralement, après, on continue à en faire parce que ça leur fait vraiment du bien. Les affections aiguës sont généralement traitées quotidiennement ou tous les 2 jours, puis à des intervalles décroissants jusqu'à la résolution de l'affection. Et tout ce qui est affection chronique, on va avoir 3 phases, l'induction, la transmission et la maintenance. Donc, l'induction, donc on fait une série de traitements administrés plusieurs jours de suite ou tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'on obtienne une réponse clinique significative. Et à nouveau, cette évaluation de la réponse acceptable au traitement, elle va dépendre du patient, de l'état, des attentes de l'état du patient, des attentes du propriétaire, du clinicien, etc. Et puis, il y a pas mal, effectivement, de maladies aiguës qui, elles, ne nécessiteront que des traitements quelque part en phase d'induction. Puis, on va avoir la phase de transition avec une série de traitements à fréquence progressivement réduite utilisés pour établir quelque part la fréquence nécessaire pour maintenir la réponse clinique. Donc, si on a, par exemple, en induction, on fait tous les 2 jours, on va pouvoir essayer de faire, je ne sais pas, moi, en transition 2 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, et puis 1 fois par semaine, pendant plusieurs semaines, et puis toutes les 2 semaines, etc., pour arriver quelque part à une phase, on va dire, de maintenance, avec une série de traitements à long terme, administrés aussi souvent que nécessaire pour maintenir un bon état général du patient. Et ça, évidemment, ça va vraiment dépendre d'un chien à l'autre, mais dans la majorité des pathologies chroniques, la phase de maintenance, ce sera d'une séance par mois, donc toutes les 3 à 4 semaines, on va dire. Et enfin, ce que vous devez aussi savoir pour expliquer tout ça aux propriétaires, c'est qu'en fait, il y a un effet cumulatif du laser. Donc, plus on fait des séances, plus l'animal va se sentir mieux. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait au bout d'un moment, à les espacer, ces séances, pour arriver à des traitements 1 fois toutes les 3 à 4 semaines.
Donc voilà, et comme je l'avais déjà expliqué, si on n'a pas de réponse au bout de 3 à 4 séances, on revoit un petit peu le patient. Ce qui est aussi important, c'est de contrôler l'évolution. Une façon toute simple, par exemple, serait d'utiliser la lumière infrarouge. On voit ici, je vous ai remis, donc c'est un Scottish Terrier de 9 ans qui a donc des douleurs bilatérales le long du dos. On voit la phase sur l'image A, donc ça c'était donc l'image initiale. Et puis l'image B, c'est donc 24 heures après l'initiation de la thérapie laser. On voit qu'on a quand même une réduction de 34% des zones rouges. Et enfin, l'image numéro C, ce sera donc l'image par infrarouge 72 heures après le début de la thérapie laser et 48 heures après le second traitement. On voit une diminution de 92,5% de diminution donc, des zones rouges et donc des zones inflammées le long de son dos. Donc, il y a d'autres méthodes, mais par exemple, celle-là, ça peut être une méthode facile pour objectiver correctement avec les propriétaires la diminution de douleur. Alors, quelques conseils, effectivement, on souhaite que le poil soit propre. Si nécessaire et si possible, on les coupe. On coupe le poil pour améliorer la pénétration de la lumière. La couleur du poil de la peau, c'est important parce que la mélanine absorbe la lumière de petites longueurs d'onde. À travers des pansements ou des bandages, en général, ce n'est pas nécessaire de le faire parce qu'en fait, la lumière ne passera pas. Il faut couvrir une large zone. N'hésitez pas à contrôler la zone avec votre autre main. Positionnez le patient de manière confortable avec un accès à la zone de traitement. Il y a des équipements de protection, les lunettes, etc. On me pose souvent la question des lunettes pour les chiens. Donc, il y a certains chiens plutôt de grande taille chez qui vous pouvez positionner des lunettes si nécessaire. On peut aussi couvrir avec une serviette éponge. Autre chose aussi, bon, une fois que vous avez besoin de traiter, que ce soit le dos ou l'arrière-main, vous pouvez aussi demander au propriétaire de s'asseoir, de prendre la tête de son chien entre ses mains et vous vous mettez derrière. Comme ça, il n'y a vraiment pas de risque pour le chien. Donc, les deux techniques, on en a parlé. Donc, soit le balayage continu, soit de faire des points. Et il faut bien, si vous travaillez sur une articulation, lui faire le tour à 360 degrés. Il n'est pas nécessaire spécialement de mettre l'articulation en mouvement pour faire pénétrer partout le laser. Sauf pour tout ce qui est mandibule chez les chevaux, c'est conseillé de leur donner par exemple à manger des carottes pendant ce temps-là. Comme ça, la mandibule bouge et la lumière laser peut vraiment atteindre toute l'articulation. C'est vraiment la seule articulation pour qui c'est vraiment plutôt conseillé. Et donc, on a parlé aussi de la sonde, si on la mettait au contact ou sans contact. Les contre-indications, et ça, je pense que c'est important parce que c'est le moment de couper court un petit peu aux idées reçues. Bon, absolument, il ne faut pas le mettre dans les yeux. Ça, il n'y a pas de réflexion à se faire. Pas de laser dans les yeux. Tout ce qui est effets secondaires potentiels, mais pour lesquels il faut quelque part établir une balance risque-bénéfice, c'est tout ce qui est phénomène malin et les phénomènes de gestation. Okay. Bon, si j'ai une chienne gestante qui a une plaie à la patte avant, le laser, ce n'est pas quelque chose de systémique, d'accord? Il va agir sur la zone sur laquelle on le met. Donc, évidemment, je traite ma patte avant. Je ferai juste attention à ne pas envoyer de la lumière laser sur son abdomen. Et encore, si c'est de loin et par, entre guillemets, erreur, mauvaise manipulation, la proportion de lumière qui va vraiment pénétrer jusque dans l'utérus sera vraiment faible, d'accord? Mais donc, il faut quand même rester, on va dire, scientifique et rationnel. Évidemment, sur les phénomènes malins, on ne souhaite pas une prolifération de ces cellules. Cela dit, si la tumeur est telle et la douleur est telle et que de toute façon, quelque part, on n'a plus de traitement à proposer sur cette tumeur maligne, mais que la douleur empêche l'animal d'être confortable, à ce moment-là, on choisit évidemment de quand même traiter la douleur. Mais donc ça, c'est une analyse risque-bénéfique qui vous est propre en fonction du cas que vous avez et qui, en quelque part, découle de votre responsabilité de vétérinaire. Alors, il faut faire aussi attention à tout ce qui est épiphyse active. Donc, on va parler là du cartilage de croissance. Effectivement, si on met du laser sur du cartilage de croissance, il risque de se fermer trop rapidement. Donc, à nouveau, il faut faire une analyse risque-bénéfice en fonction de votre cas. Les hémorragies, on sait que le laser donc, vasodilate les vaisseaux. Donc, on répare d'abord l'hémorragie et puis on peut utiliser son laser. On ne mettra pas de lumière laser sur les testicules parce que simplement les testicules ne supportent pas la chaleur et pas non plus sur la glande thyroïde pour éviter des phénomènes de prolifération des cellules thyroïdes.
Les fausses contre-indications, c'est tout ce qui est hyperpigmentation et tatouage. Les implants chirurgicaux, ce ne sont pas des métaux, ce sont des alliages. Donc, au bout du compte, tout ce qu'il risque de faire, c'est de réfléchir la lumière. Donc, vous allez avoir 2 fois la lumière qui passe dans les tissus qui sont devant l'implant. Donc, généralement, moi, ce que je propose, c'est de traiter, de passer 1 à 2 fois par phase au niveau de l'implant, mais le reste, je fais autour de l'implant. Tout ce qui est infection microbienne, on peut utiliser le laser sur les infections microbiennes. En fait, in vitro, on a certaines longueurs d'onde qui sembleraient favoriser la prolifération bactérienne, mais in vivo, en fait, la réponse immunitaire permet au laser de contrecarrer justement ce phénomène. Et donc, in vivo, on n'a pas de prolifération microbienne. Donc, selon moi, que du contraire, il faut y utiliser. Et tout ce qui est médicaments photosensibilisants, par exemple, on va retrouver les tétracyclines, la famille des phénothiazines avec la cépromazine. Mais en fait, effectivement, c'est photosensibilisant, mais sur le point d'injection. Donc, effectivement, on évitera peut-être de traiter sur le point d'injection si c'est par exemple en sous-cutané ou en intramusculaire. Mais si vous l'avez mis, si vous avez injecté ce produit par voie IV, ce ne sera pas un problème. La dose ne sera pas suffisante que pour déclencher des phénomènes de photosensibilisation. Donc, ça, on peut aussi quelque part se rassurer. Enfin, des pistes de réflexion afin d'intégrer ce laser dans votre pratique du quotidien. Je pense qu'il faut vraiment informer la totalité de l'équipe qui se sent bien à l'aise avec à quoi sert le laser et dans quoi ils peuvent l'utiliser. Il faut bien vous rendre compte qu'il y a des preuves evidence-based médecine. Un petit conseil, peut-être commencer par vos incisions chirurgicales. C'est facile, c'est commun. On fait quand même des chirurgies régulièrement. Les propriétaires ne sont pas là pour, entre guillemets, apprendre à manipuler son laser. Et puis, on va pouvoir l'utiliser régulièrement dans tout ce qui est gestion de la douleur et tout ce qui est inflammation, évidemment. Je pense qu'il faut aussi bien communiquer. Un bon marketing, ça fait toujours du bien pour lancer des nouveaux services. Et évidemment, trouver un bon prix qui, ça, sera variable d'une région à l'autre. Donc voilà, on en est désormais à la séance questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a eu des questions posées. Oui, merci Anne-Christine. Donc, on a pour tous les participants, vous avez dans votre interface un endroit où vous pouvez taper les questions par écrit et on y répondra au fur et à mesure. Donc, j'ai déjà une première question et je me l'ai posée aussi moi-même. C'est comment en pratique on utilise l'infrarouge par Francis? Excuse-moi, ça a coupé. Est-ce que tu pourrais répéter la question? Oui, c'est comment utilise-t-on en pratique l'infrarouge pour visualiser la zone à traiter et la réponse? D'accord, ok. Donc, effectivement, sur votre laser, on en a parlé. La lumière infrarouge, nous, on ne la voit pas, mais sur les lasers, il y a une diode, sauf erreur de ma part, qui est placée, ce qui vous permet en fait de visualiser. Vous allez avoir un point rouge, donc visualiser la zone que vous êtes occupé à traiter. Je pourrais peut-être, je ne sais pas si ça se verra, j'ai justement mon laser à côté de moi. Voilà. Donc, vous voyez, on a une lumière rouge. Je ne sais pas si vous voyez sur ma main. Voilà, on a la lumière rouge qui permet donc de visualiser où est-ce qu'on traite. Donc, il faut se référer à cette lumière rouge, mais en fait, c'est quelque part un leurre parce que la lumière infrarouge, nous, on ne la voit pas vraiment. Mais cette diode est là pour nous permettre de savoir exactement où on traite. Je ne sais pas si c'était vraiment le sens de la question que vous avez posée. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Alors, sur cette question-là, je pense que la question, c'était plus comment obtenir les images qu'on a vues dans la présentation. Ok. Le contrôle infrarouge avec la caméra infrarouge. Okay. Voilà. Ça, quelque part, tout simplement, c'est des caméras infrarouges, des caméras thermiques que vous pouvez utiliser, que vous pouvez trouver dans tout ce qui est magasin de bricolage. Ils font même à présent des téléphones portables avec des caméras infrarouges intégrées dans des marques qui fabriquent en fait aussi beaucoup du matériel autour du bâtiment. Et donc, on est vraiment sur des prix raisonnables et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser effectivement avec les propriétaires pour visualiser les zones douloureuses, mettre en place votre traitement et à la fin du traitement,
des séances de traitement, visualiser si on a encore de l'inflammation. Et en fait, ces zones rouges, c'est les zones inflammatoires et douloureuses. Et donc, effectivement, le but, c'est de voir qu'elles sont diminuées. Après, il faut voir si vous en avez l'utilité, si vous avez suffisamment de cas qui vous permettraient de faire cet investissement qui, en soi, n'est pas énorme. On trouve maintenant des caméras infrarouges pour pas grand-chose. Et parfois, il y a même des applications, je pense maintenant smartphone, mais moi, je ne les ai jamais testées, qui permettent donc d'avoir cette lumière infrarouge. Et donc, au bout du compte, le but, l'idée, ce n'est pas tant d'avoir une échelle qui soit hyper précise. L'idée, c'est d'avoir une image au début et à la fin et de voir la diminution des zones chaudes. Donc ça, c'est faisable de manière assez pratique, par exemple avec votre smartphone ou en achetant, voilà, en magasin de bricolage, une petite caméra infrarouge. Au moins, c'est visuel et ça permet que le propriétaire voit la diminution de la zone inflammatoire et la douleur. D'accord? C'est vraiment un outil, quelque part, pour montrer au propriétaire l'effet du traitement. Merci. Alors, on a la question suivante. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de questions. J'espère qu'on va avoir le temps de répondre à toutes. Donc, que pensez-vous de la laser thérapie sur la stomatogingivite du chat? Alors, moi, il est vrai qu'en tant que kiné, on va dire, physiothérapeute, je n'en vois pas beaucoup. Cela dit, pour en discuter avec certains de mes confrères, c'est un petit peu tout et rien. J'ai des confrères qui sont ravis et des confrères qui sont pas du tout ravis. Je pense que là, il faut aussi se rappeler de quelle est la cause. Si vous avez une cause virale en dessous de ces pathologies buccales, le laser ne va pas vous aider à détruire le virus. Donc, il pourra aider à guérir les plaies qu'on trouve et les lésions qu'on trouve dans la bouche. Donc, il pourra vous aider. Mais quand vous allez arrêter le laser, vous allez avoir une rechute parce que le virus sera toujours là. Si la cause est autre et que la cause primaire est traitée, alors le laser peut guérir plus rapidement ces plaies et vous aider. Mais ce n'est pas le laser qui va vous aider à lutter contre un virus qui cause ce genre de pathologie buccale. Ça, c'est certain. Merci. Alors, la question suivante, c'est il existe de nombreuses marques de laser. Laquelle recommandez-vous? Je pense que ça, c'est propre à chacun. Il faut d'ailleurs, d'abord, je pense, que vous fassiez un point sur les utilités que vous allez pouvoir en avoir. Si par exemple, oui ou non, vous allez être beaucoup confronté à tout ce qui est tissu nerveux ou pas. Si vous avez plus des plaies ou plus de la gestion quotidienne. Ensuite, je pense qu'il faut tout simplement vous renseigner, faire des appels d'offres, voir aussi le service le SAV, il faut qu'il soit fonctionnel, ça c'est aussi important. Et je crois qu'il est aussi important que l'interface soit intuitive pour permettre justement à tous les membres de la clinique de pouvoir l'utiliser facilement. Moi, j'en ai utilisé plusieurs, dont certains où effectivement, je trouvais l'interface pas du tout intuitive, j'avais du mal à choisir mes programmes entre guillemets parce qu'il y en avait dans tous les sens et après comme dans toute machine, je pense que vous devez vraiment vous concentrer sur le SAV pour pouvoir justement avoir un bon service si jamais vous devriez avoir un problème parce que c'est de la fibre optique entre guillemets entre votre pièce à main et votre laser et la fibre optique c'est fragile et donc il faut quand même une entreprise derrière vous qui soit consciente de la fragilité parce que même si on l'utilise précautionneusement, ça reste quelque chose de fragile. Donc voilà les différentes raisons. Puis évidemment aussi le prix, chacun a son budget et peut-être aussi en fonction du nombre d'espèces que vous pouvez faire, si vous faites les nacs, les chevaux, et donc du coup si vous faites les chevaux, vous avez besoin d'un appareil sur batterie ou pas. Donc c'est un petit peu propre à chacun. Moi, il est derrière moi, vous l'avez vu, c'est celui de Mano Médical. Et je l'ai choisi parce que les programmes étaient clairs, bien faits, que je pouvais faire du nac, du chien, du chat et éventuellement du cheval, et que le prix était pour moi raisonnable par rapport au service. Voilà, comme ça, pas de secret entre nous. Merci Christine. Alors, la question suivante, c'est plus sur la clinique. Donc, le laser est-il un inducteur pro-oncogène à terme avec un effet accumulatif des mutations liées aux radicaux libres? Alors, ces radicaux libres, en tout cas ceux qui sont produits par le laser, le sont en quantité minime et donc ne vont pas venir avoir des effets sur l'ADN, dans un sens ni dans l'autre, ni positif ni négatif. On n'a pas d'effet vraiment sur l'ADN.
Si on a effectivement une zone où on aurait une tumeur non macroscopiquement visible que vous ne pourriez pas voir à la radio, par exemple, pensez à cet ostéosarcome, un animal qui a mal à une articulation, vous faites la radio, vous ne voyez rien, vous dites ok, ben, je vais faire du laser, et si effectivement il y a un ostéosarcome en développement dessous, ben, vous allez effectivement peut-être pouvoir créer malheureusement une prolifération, d'où l'importance de bien faire un bilan radio et de toujours bien poser un diagnostic en fonction aussi de l'âge de l'animal, etc. Et donc, moi, il est vrai que sur des douleurs articulaires, par exemple, si j'ai la radio, mais que j'ai une race de chien et un âge qui pourrait quand même me faire penser ou en tout cas me faire douter, je vais utiliser mon laser, mais plutôt plus superficiellement pour venir traiter les douleurs musculaires et essayer d'aider cette articulation par d'autres moyens. Donc, en gros, je vais utiliser des traitements antidouleurs classiques avec des compléments type chondroïtine, etc. ou voilà ce que vous voulez. Et à côté de ça, je vais plutôt venir traiter les douleurs secondaires, donc les contractures musculaires, les maux de dos associés avec mon laser. Voilà, ça c'est ma façon de faire, mais à nouveau, ça c'est un petit peu propre, j'ai envie de dire, à chacun. Une fois qu'on connaît bien son laser et comment il fonctionne, on peut choisir en fonction du cas et du chien le traitement qui nous semble le plus approprié. Merci. Avec plaisir. La suivante, on est encore sur de la clinique précise. Oui. Donc, sur une plaie atone depuis plusieurs mois, sur laquelle de nombreux traitements locaux ont déjà été essayés, faut-il raviver la plaie ou traiter directement? Et quel délai de réponse attendre dans ce cas? Alors, donc le délai de réponse est toujours compliqué à donner parce que ça va dépendre effectivement de la plaie, du cas et depuis quand elle est atone. En ce qui me concerne, j'aurais tendance à réessayer sans pour autant raviver la plaie. Parce qu'à ce moment-là, du coup, on recrée des hémorragies, donc ça remet un petit délai pour l'utilisation du laser. Moi, j'utiliserais tout simplement effectivement mon laser sans repasser par la case chirurgie. Et à nouveau, le délai, on va se donner 3 à 4 séances qui peuvent être quotidiennes à ce moment-là, et on doit commencer à voir du changement. Parfois, c'est minime, hein, un petit peu plus rose, un petit peu plus ceci, l'animal un peu plus confortable. Parfois, au début, ça peut être minime, mais ça nous montre bien qu'on est sur la bonne voie. Et il faut toujours se laisser, voilà, ces fameuses 4 séances, 4-5, aller pour voir si oui ou non on est dans le bon, quoi. D'accord? Et pas hésiter à traiter bien les tissus sains aussi autour. Ça, c'est important. Et de toute façon, à gérer sa plaie pour le reste avec des moyens classiques, évidemment, je ne sais pas moi, des bandages, des choses comme ça. Après, attention que sur certaines plaies atones, c'est peut-être aussi qu'il y a un défaut d'innervation. Et donc, il faut s'assurer aussi que l'innervation est bonne parce qu'en fait, il y a aussi peut-être un problème de non-réponse générale parce qu'en fait, ce serait quelque part une zone morte pour l'organisme. Donc, il faut aussi s'en assurer. Et ça, évidemment, c'est plus compliqué en médecine vétérinaire par rapport à la médecine humaine parce qu'on a moins d'outils pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement des nerfs. Mais donc, ça pourrait être une des raisons d'échec. Ce serait un trouble nerveux important. Ça, c'est à voir au cas par cas. Merci. Alors, la question suivante, ce qui rejoint un petit peu la question du choix du laser de tout à l'heure. Donc, oui. Est-ce que dans le cas d'une clinique chien-chat, donc a priori pas d'équine, et qui ne fait pas de chirurgie orthopédique, mais réfère, est-ce qu'il y aurait des conseils particuliers sur le choix du laser? Non, je n'ai pas de conseils particuliers. Par contre, je pense qu'il y a une vraie place pour le laser dans ces cas-là. Tout simplement, nous ici, dans notre centre, on ne fait que de la kiné. Donc, on ne fait pas de chirurgie. On fait du chien-chat ici dans ce centre de kiné. Et ce laser, on l'utilise tous les jours, entre la gestion de la douleur, de la gestion de l'inflammation, gestion des plaies, et par exemple des retours post-opératoires, même si vous référez, une fois que l'animal est de retour à la maison pour l'aider à gérer sa douleur, donc votre laser, oui, il a une utilité. Et à ce moment-là, il n'y a pas spécialement de meilleur laser plus que l'autre. Par contre, je crois que, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à toujours proposer d'aller sur Enfin, il faut voir aussi dans votre pratique si oui ou non vous avez potentiellement des hernies médicales, des hernies discales traitées médicalement, parce que là, vraiment, le laser va aussi beaucoup vous aider. Donc, c'est un petit peu à vous de faire le point sur, OK, moi, dans ma pratique, maintenant, je sais comment il fonctionne, je peux l'utiliser pour ceci, cela. OK, du coup,
quel est le type de laser dont j'ai besoin. Et bien souvent, en gros, ça va se jouer entre 2 ou 3 longueurs d'onde. Bon, moi, évidemment, ici, dans ce centre de rééducation, j'ai pris le 3 longueurs d'onde parce qu'on avait vraiment une pathologie assez, enfin, on a des pathologies assez variées. Mais voilà, ça dépend vraiment à nouveau de l'un à l'autre. Il n'y a pas de, entre guillemets, de conseils vraiment pour ça. Mais en tout cas, même si on ne fait pas de chirurgie ortho, il y a vraiment beaucoup d'utilisation de ce laser. On va prendre un exemple tout simple. Vous avez un chien qui a les oreilles qui commencent à être un peu roses, il commence à se gratter. Ça ne sent pas spécialement mauvais. Bah, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Ou on nettoie les oreilles et c'est tout. Ou on nettoie les oreilles et éventuellement on rajoute un anti-inflammatoire par voie générale. Ou alors on met un médicament propre pour les oreilles, mais sauf erreur de ma part, il y a quand même des AIS, des antifongiques et des antibiotiques qui sont souvent pas de premier choix. Et donc à ce moment-là, ce qu'on pourrait envisager de faire, c'est plusieurs séances laser pour calmer l'inflammation. Et bien souvent, une fois que l'inflammation est calmée, la peau va reprendre bonne intégrité et il y a certaines otites comme ça débutantes qu'on arrive à traiter en quelques séances de laser sans mettre de médicaments plus lourds. Donc, il est vraiment utile ce laser. Il faut juste penser à l'utiliser et changer un petit peu ses habitudes. Merci. Alors, la question suivante. Donc, on va juste remarque générale. Donc, je prends les questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Donc, on se donne encore 5 minutes. Et s'il y a des questions qui restent, ben, nous vous invitons à revenir au webinaire du Suivant. 11 octobre. Donc, qui sera une présentation un peu différente sur la clinique. Donc là, c'est Anne-Christine qui pourra vous en dire plus. Et s'il y a des questions, ben, on pourra y répondre aussi à ce moment-là. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne donc, la question suivante, mon laser a des programmes pré-rentrés pour chaque pathologie. Puis-je m'appuyer dessus ou dois-je revoir les réglages pour chaque cas? Bah, je pense, enfin en tout cas, en ce qui concerne celui que moi j'utilise, une mano médicale, je fais confiance aux programmes qui sont préenregistrés, bien que au début mon esprit un peu critique m'a forcé à les revoir tous, mais effectivement ils sont bien travaillés, bien menés. Donc je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, ne pas hésiter à utiliser ces programmes préenregistrés, même sur d'autres lasers, d'autres marques qui sont généralement, bah, ça a été bien pensé. Et si vous avez un problème, une non-réponse, c'est un, revérifier votre diagnostic et la zone que vous traitez. Et deux, après seulement vous posez la question de savoir si le programme est adapté. Je vais vous raconter une petite histoire toute simple. On a reçu ici une chaîne en référé pour un problème d'épaule. Le vétérinaire nous dit, elle a une tendinite du biceps, machin, machin. Bon, on traite une fois, 2 fois, 3 fois laser, ça ne va pas. Et alors, je me dis, bon, ben, Christine, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et là, je reprends et en fait, la lésion n'était pas du tout à l'épaule, mais au coude. Et elle avait tout simplement une fragmentation du processus coronoïde médial à force de sauts, donc de traumas répétés. Et donc, ce n'est absolument pas son épaule. Cela dit, probablement, quand elle a vu son premier vétérinaire, ben, elle, peut-être par compensation, avait mal à l'épaule parce qu'on sait que ce fameux tendon, ce biceps part depuis le coude jusque l'épaule. Donc, peut-être que c'était ça l'explication, mais étant donné qu'il n'avait pas fait poser un diagnostic complet, ben, on n'était pas arrivé à la solution et donc on n'était pas en train de la traiter au bon endroit. Donc, voilà d'où l'importance de vraiment, de un, vous pouvez vous fier au programme préenregistré et si ça ne fonctionne pas, posez-vous les questions sur la qualité du diagnostic, voir si effectivement vous êtes au bon endroit. Parce que, bon, ben, quand on commence à parler de tendons, etc., c'est pas toujours facile d'être au bon endroit avec notre laser. Et seulement après, vous posez la question de la pertinence du programme, savoir s'il faut l'adapter pour l'animal ou pas. D'accord? Par exemple, de manière pratico-pratique, si vous avez un chien qui est un peu gras, ben, on va peut-être choisir le programme avec les kilos au-dessus pour pénétrer cette couche de graisse qui n'est pas censée être là, parce que les programmes sont calculés pour des poids de forme, pour des chiens qui sont normaux, on va dire, de morphologie normale. Donc, une fois que vous avez un chien un peu mince, un peu gras, il faudra peut-être, effectivement, à ce moment-là, vous poser la question si ça ne va pas, tiens, est-ce que je ne dois pas augmenter mon programme ou si vous avez l'impression que l'animal était dérangé ou vous avez senti beaucoup de chaleur, est-ce que vous ne devez pas le diminuer? Donc ça, s'il est mince et s'il est trop gras, augmenter. Et ça, d'ailleurs, on vous le propose dans la machine. On vous met, par exemple, des gammes de kilos. Et donc, pour des chiens un peu obèses, parfois, il faut peut-être prendre la gamme au-dessus. Ça, c'est à nouveau au cas par cas.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre une toute dernière question et ensuite on sera obligé de reparler du reste la semaine prochaine. Donc, combien de temps pour une séance post-opératoire, par exemple une plaie chirurgicale après une ovario, vraiment sur un laser qui n'a pas vraiment de pré-réglage spécifique? Et alors, le début, c'était quelle fréquence, c'est ça? C'était combien de temps pour une séance en post-opératoire? Alors, ce temps, il va dépendre du nombre donc, de joules qu'on souhaite envoyer sur la zone. Et ça, on en reparlera la prochaine fois. Je vous donnerai un petit peu des joules par centimètre carré en fonction des besoins. Et donc, ça va dépendre de ce nombre de joules qu'on souhaite envoyer et surtout de la puissance, donc en watts de ce laser, parce que cette puissance, ce sont des joules par seconde. Et donc, plus on est puissant, moins on a de temps. On a besoin de temps pour faire le traitement. Après, post-opératoire, sur une chirurgie classique, c'est vraiment très, très rapide. On parle de quelques minutes, on va dire, mais moins de 5 minutes de traitement. Si j'étais vous, je ferais une première séance juste après la chirurgie pour calmer l'inflammation au niveau de la plaie. Peut-être lors du contrôle. Et enfin, au retrait des fils ou entre le contrôle et le retrait des fils. Vous allez voir vraiment que ce laser va vraiment vous aider dans votre cicatrisation. Ça, c'est typiquement un exemple que je vois beaucoup sur les dos. On essaye sur ces opérations d'hernie discale de rester assez local. Et en fait, on a plus de poils qui repoussent sur la zone de la cicatrice par rapport à la zone tendue parce que justement, ce laser aide beaucoup. Donc, en post-opératoire, vous pouvez d'office le proposer. En tout cas, même une séance, ça suffit. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite sur les opérations de croisée chez le chien et on l'abordera la prochaine fois. Et donc, ils n'ont fait qu'une séance laser avant la chirurgie et 8 semaines après la chirurgie, il y avait une différence dans la démarche entre le groupe qui avait reçu le laser et la séance de laser et le groupe qui n'en avait pas reçu du tout. Donc, parfois, une vraie bonne séance, ça aide déjà beaucoup. Voilà, merci beaucoup Anne-Christine. Donc, sur cette conclusion, nous allons terminer le webinaire aujourd'hui. Alors, désolé pour tous ceux qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Malheureusement, on ne peut pas s'éterniser. Donc, on essaiera d'y répondre la prochaine fois. Tout à fait. Donc, qui sera le 11 décembre, c'est un mercredi à la même heure. Tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup Anne-Christine. Merci. Il y a plusieurs personnes qui ont envoyé des messages pour dire merci pour la conférence. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et on se retrouve alors, j'espère, en décembre pour pouvoir aborder voilà, des points encore plus pratiques et pratico-cliniques, on va dire. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.